Que le monde est bizarre. En voilà une coïncidence. Laquelle? Il y a quelques instants, nous parlions de gens qui étaient gauchers. Et vous l'êtes. La dernière fois, nous avions quitté le lieutenant en pleine gloire. Après 94 minutes, Columbo venait d'inculper le meurtrier Roy Fleming dans un téléfilm à succès, le plaçant dans les 10 plus grosses audiences de l'année 1968. C'est à peine croyable. Évidemment, la compagnie Universal qui produit le bousin et la chaîne NBC qui le diffuse souhaitent d'emblée capitaliser sur l'événement. Et si Richard Levinson et William Link, ses créateurs, sont partants, Peter Falk, lui, n'a pas envie de rempiler pour une série. Je suis très flatté. Sincèrement. Ouais, l'acteur avait déjà eu du mal à supporter le rythme de tournage des 22 épisodes en 1965 de The Trials of O'Brien, où il interprétait le rôle principal et avait attribué l'échec de la série au fait qu'il n'avait pas eu assez de temps pour répéter ses scènes, affiner son jeu et peaufiner les scripts. La pratique, docteur. C'est ce qui fait notre force. Falk était en effet réputé pour sa méticulosité et estimait qu'il serait impossible d'avoir une qualité similaire à Prescription Murder s'il fallait écrire et tourner un épisode de Columbo chaque semaine. En plus, il aimerait continuer sa carrière au théâtre et au cinéma et n'a donc pas envie d'être bloqué durant toute une année. Bien. C'est votre dernier mot? Oui, monsieur. De leur côté, Levinson et Link n'ont jamais considéré Columbo comme une série et ont d'ailleurs été échaudés par leur expérience sur Mannix, un show qu'ils ont créé en 67 avant d'être débarqués durant la production du premier épisode, remplacé par Bruce Geller, le créateur de Mission Impossible, qui a transformé ce qu'ils avaient vendu comme Humphrey Bogart dans les locaux d'Universal par un simili James Bond avec fusillade, poursuite en voiture et même une attaque d'hélicoptère. C'était la mode à l'époque. Mannix dura tout de même 8 saisons, mais sans la moindre implication de Link et Levinson. Eh bien, au revoir. Alors c'est fini alors? Eh oui, vous êtes virés. De même, Universal leur proposa aussi d'écrire le pilote d'une série d'espionnage, se déroulant dans un train, ce qui donna Istanbul Express, un téléfilm de 2 heures avec encore Jane Berry en pseudo-Bond, dans un mélange entre Bon baiser de Russie et Casino Royale, diffusé quelques mois seulement après Prescription Murder et se prenant un bide monumental. Écœurant. Puis au fur et à mesure des années, pendant que Falk dit toujours non à un nouveau Columbo, eh bien Link et Levinson continuent d'écrire, que ce soit le téléfilm My Sweet Charlie, où une jeune femme du Sud doit faire équipe malgré elle avec un avocat afro-américain, ainsi qu'Hillary Queen, Don't Look Behind You, l'adaptation d'une série de romans à succès reprenant la bonne vieille recette du whodunit, avec un meurtre mystérieux et un jeune détective. Oh attention chérie, ça va couper. Mais NBC fait réécrire le scénario et notre duo est tellement mécontent du produit final qu'il préfère être crédité sous un pseudonyme. Ah d'accord. Comment dire, j'ai adoré bosser avec vous. Oui, moi aussi. Ils reviendront néanmoins chez Hillary Queen quelques années plus tard. Eh oui, ça se pourrait bien. Pendant ce temps, NBC commence à changer un peu ses habitudes en créant d'abord la série Au nom du jeu, qui change de personnage principal en fonction des épisodes, avec Gene Barry une semaine, puis Robert Stack une autre, où chaque épisode dure 70 minutes au lieu des 45 habituels. Puis l'année suivante, la chaîne va poursuivre ce concept avec 4-in-1, en alternant cette fois 4 séries différentes, où pendant 2 mois tu vas avoir un shérif à New York avec Dennis Weaver, puis San Francisco International, les 2 mois suivants, puis Night Gallery, et enfin The Psychiatrist, avec un pilote écrit par Link et Levinson. Et c'est justement durant la production de The Psychiatrist qu'Universal propose à Levinson et Link d'incorporer Columbo à un concept similaire, nommé The Mystery Movie, où le lieutenant serait diffusé en alternance avec 2 autres séries. Et ainsi, nous n'aurions pas 22 épisodes d'une 50aine de minutes, mais seulement 6 de 70 minutes. Tu m'as dit pas encore. Il présente alors cette idée à Peter Falk qui accepte, moyennant quand même 25 000 $ par épisode. Oh, eh ben, je m'y attendais si peu. Le truc c'est que si NBC aime le personnage, la chaîne n'est pas encore tout à fait certaine du succès d'une série où le spectateur connaît le meurtrier au début de chaque épisode, et demande donc à notre duo de produire un nouveau pilote, et c'est pour ça que Columbo possède 2 pilotes, Prescription Murder d'un côté et Rançon pour un homme mort de l'autre, diffusé le 1er mars 1971 sur NBC, à nouveau réalisé par Richard Irving, et avec l'actrice Lee Grant dans le rôle de la meurtrière. Si j'ai bien suivi votre raisonnement, vous laissez supposer que tout ceci était peut-être en fait bien autre chose qu'un kidnapping. Exactement. Et un épisode que je ne chronique pas parce que, déjà, je vais pas tous les faire, mais de plus, la seule version que j'ai, c'est une doublée dans les années 90, donc avec un Serge Sauvion quadragénaire dans la peau du jeune lieutenant. Du coup, ça fait bizarre. Ça vous embête pas si je note la marque de l'appareil? Je pourrais peut-être convaincre mes chefs d'en installer un dans mon bureau. Vous n'auriez pas un stylo? Puis c'est vraiment pas un de mes épisodes préférés, je suis pas du tout fan de la fin, très tiré par les cheveux, avec la belle fille qui se met à tirer sur tout ce qui bouge. La première était une balle à blanc. Mais comment être sûr que la suivante n'est pas une vraie balle? C'est pas très bon, hein? C'est même très mauvais.
D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que souvent, on appelle pilote le premier épisode d'une série, mais parfois, ça n'a rien à voir. Le pilote de Big Bang Theory, par exemple, n'a jamais été diffusé, et comporte de nombreuses différences avec le premier épisode. Ah. Merci. Bref, tout ça pour dire qu'après la diffusion de Rançon pour un homme mort, qui remporte à nouveau un immense succès d'audimat, et une nomination à l'Emmy pour Lee Grant, NBC et Universal donnent enfin leur accord en avril 1971 pour une série Columbo, destinée à être diffusée à la rentrée. Et le seul hic, c'est que Peter Falk monte sur scène le 12 septembre à Broadway, avec Lee Grant d'ailleurs. Et notre duo n'a donc que 5 mois pour écrire et produire 6 épisodes. Vous avez carte blanche. La chaîne poussera même le vice à demander un 7e épisode écrit et tourné à l'arrache, faisant partie des plus mauvais. Rien qui en vaille la peine. Tout ça pour dire que t'as donc eu un téléfilm, puis un pilote, et enfin un premier épisode nommé Faux témoin, qui n'est pas le premier diffusé, parce que l'honneur revient au livre témoin. Mais j'ai envie de faire ça dans l'ordre de production pour qu'on comprenne mieux l'évolution de la série. Très juste. Un épisode réalisé par Bernard L. Kowalski, qui a débuté dans les années 50 avec des titres comme Night of the Blood Beast ou L'attaque des sangsues géantes. Un épisode encore écrit par William Link et Richard Levinson, et vous allez voir que c'est assez rare en fait qu'ils écrivent un épisode en entier parce qu'ils sont surbookés, et avec Robert Culp dans la peau du meurtrier Hay Brimmer, un comédien hyper populaire à l'époque qui avait connu un immense succès avec la série Les Espions, et qui reviendra dans 3 autres épisodes de Columbo, parce que tu retrouves souvent les mêmes acteurs dans d'autres rôles. Ça fait partie du charme de la série. C'est fort aimable. Dans le rôle de la victime Lenore Kennicott, nous avons l'actrice Pat Crowley, qui, 15 ans auparavant, était apparue aux côtés de Dean Martin et Jerry Lewis dans Un vrai cinglé de cinéma. Et enfin, nous trouvons Ray Milland, du Crime était presque parfait, en tant qu'Arthur Kennicott, mari de la victime, grand mania de la presse, et qui habite dans la même majestueuse villa que Jack Vols dans Le Parrain. Où t'as la scène du cheval. Si on en venait au fait. Maintenant que le décor est posé, attardons-nous un peu sur le meurtre qui, alors contrairement aux 2 téléfilms précédents, n'est pas prémédité. Non. En effet, Brimmer est responsable d'une agence de détectives qui ressemble un peu à celle de Mannix d'ailleurs, c'est rigolo, et est engagé par Arthur Kennicott pour enquêter sur une possible histoire d'adultère. Nous avons fait sur votre femme l'enquête que vous nous avez demandée. Mais Brimmer le rassure, Soyez rassurés, verdict de non-culpabilité absolue. et Kennicott part la tête tranquille, sans savoir qu'en vérité, Brimmer lui a ouvertement menti, puisque Madame Kennicott avait bel et bien une liaison avec un autre. J'ai eu une liaison, mais c'est terminé. En fait, Brimmer espère utiliser ce moyen de pression afin de faire chanter Lenore en échange d'informations. Votre mari possède 3 quotidiens, 2 sur la côte et le 3e dans l'Est. Quoi qu'il arrive sur le plan des affaires politiques ou même mondaines, il est le premier informé. Lenore dit qu'elle va réfléchir, mais revient le soir même dans la demeure de Brimmer, sur la plage. La porte de la terrasse n'était pas fermée. Nous sommes voisins, cher monsieur. Mon mari et moi possédons une villa à 3 km d'ici. Elle explique qu'elle ne veut pas céder au chantage et a bien l'intention de révéler toutes les manigances de Brimmer à son mari. Bon, pour le moment à San Francisco, risquant du coup de faire fermer l'agence. Je le mettrai au courant de la manière dont vous faites votre métier. Mais Brimmer ne l'accepte pas et frappe violemment la pauvre Lenore, l'envoyant contre une table en verre, nous montrant donc un cas de féminicide hyper réaliste, avec un homme devenant de plus en plus violent jusqu'au tragique dénouement. Brimmer nous dira à la fin « C'était un accident, Arthur. » Mais non, à partir du moment où tu le vois tenir la porte ainsi, tu devines que la malheureuse Lenore est condamnée. Hay Brimmer nous est d'ailleurs montré tout au long de l'épisode comme quelqu'un de violent, ayant fréquemment des accès de colère. Quand il se laisse aller, mieux vaut s'écraser. Et Columbo nous explique aussi Vous verrez que l'assassin, une fois qu'on l'aura trouvé, s'avérera être un gars d'un caractère épouvantable. Après ce meurtre surprenant et très marquant, tu vois ensuite, à travers ses propres lunettes, Brimmer nettoyer la maison, essuyer les verres, puis reculer la voiture. Une scène étrange qu'on croirait issue de son imagination, mais pas du tout, c'est juste un effet de montage afin de gagner du temps, sinon l'épisode était beaucoup trop long. Du coup, moi je croyais qu'il était en train d'imaginer tout ça, à la manière de Beth Chadwick, quelques épisodes plus loin, mais non, il le fait pendant qu'il le regarde, c'est juste chelou. Eh ben, c'est gay. Ensuite, tu le vois abandonnant le corps de Lenore Kennicott dans un chantier afin de faire croire à une agression, concluant donc un premier acte très dérangeant avec un crime réaliste que tu ne verras plus trop dans les épisodes suivants, puisqu'ils vont chercher à tout prix à s'éloigner des sérieuses séries policières diffusées à cette époque. Oui, pour Link et Levinson, le monde de Columbo doit être un univers fantasmé, avec ces riches très riches vivant dans de luxueuses demeures, à la James Bond et faisant des crimes sortant de l'ordinaire, à la Agatha Christie, ne montrant que très rarement le lieutenant Columbo au sein de la brigade criminelle. C'est d'ailleurs dans cet épisode que tu apprends aussi que le lieutenant ne porte pas d'arme. Vous avez pourtant une arme sur vous? Non. Non? Encore afin de se démarquer des autres séries policières et de rapprocher Columbo à des détectives cérébraux comme Hercule Poirot.
Les compliments font toujours plaisir, mais... Non, mais je n'ai pas dit ça pour vous flatter, je parle sérieusement. Le contraste entre ce début très sérieux et la suite est d'autant plus marquant avec la scène suivante, où l'on découvre pour la première fois le lieutenant au volant de sa vétuste Peugeot 403, se faisant arrêter sur le bord de la route pour un feu défaillant. C'est le clignotant, hein. Celui de droite, oui. C'est la deuxième fois que je me fais arrêter aujourd'hui. C'est Peter Falk lui-même qui avait choisi la voiture, parmi plus d'une centaine à Universal, qui aurait d'ailleurs appartenu au comédien français Roger Pierre, vendu au studio dans les années 60, et laissé ensuite à l'abandon avec son rétroviseur pété, ses portes bloquées et sa capote d'un autre âge, correspondant pour Falk au caractère très négligé de Columbo. Et c'est là aussi où est apparu le premier point de contention entre Falk et les showrunners. En effet, en lisant le script, Peter estime qu'il est inconcevable que quelqu'un comme le lieutenant, très à cheval sur la loi, roule avec un feu pété. Je vous promets que je vais le faire arranger dès que j'aurai une seconde. C'est là que Link et Levinson font remarquer à Peter Falk qu'il conduit lui-même une vieille Jaguar avec un feu cassé, et c'est ainsi que la scène est restée dans l'épisode. Avec même l'ombre de toute l'équipe de tournage, coucou. Puis le lieutenant se pointe sur le chantier où, dans un plan bien dérangeant depuis le point de vue du cadavre, Columbo remarque une curieuse entaille sur la joue gauche de la victime. Cette femme a une marque sur la joue gauche. Le lieutenant rencontre ensuite Monsieur Kennicott, lui offrant un café alors que l'autre est pété de thunes et vérifiant son alibi. Hier soir, j'étais à San Francisco. Je présidais un congrès. Alors normalement, ce genre de phrase Ensuite, vous pourrez vous lancer sur la piste du véritable assassin. est prononcé par l'assassin, mais pas ici. Non, ici, le lieutenant soupçonne d'emblée Brimmer, venu apporter son aide pour l'enquête, et dans une de mes séquences préférées de toute la série, fait-il d'aimer lire les lignes de la main juste pour examiner celle de Brimmer. Permettez ? Ceci afin de vérifier si la forme de sa bague correspond à la marque retrouvée sur la joue. Puis il fait semblant de se tromper de porte, Ceci est un placard, lieutenant. pour fouiller tranquillement la maison comme si de rien n'était. Mais vous ne m'aviez pas dit qu'elle joue au golf. Vous avez parlé de tennis, de natation. Petit à petit, Columbo comprend que Kennicott avait engagé Brimmer pour enquêter sur sa femme, notamment parce que lorsqu'il lui demande si sa femme avait une liaison, Kennicott répond, D'une non-culpabilité totale. Bien. sonnant comme la conclusion d'un rapport de police. Parvenant ensuite à trouver le moniteur de golf et examinant le registre comme si de rien n'était, Alors, vous fâchez pas, je faisais ça pour passer le temps. Mais j'ai vu que... Columbo en déduit que ce type était l'amant de Madame Kennicott, et que Brimmer a donc menti au mari. Votre flair vous dit si quelqu'un vous dit la vérité ou non. Une fois que les pièces du puzzle se mettent en place, Columbo part titiller Brimmer en lui dévoilant ses différentes conclusions. Le fait que l'entaille sur la joue venait d'une bague, Une bague comment? Comme la bague que j'ai au doigt, là? Voilà, quelque chose comme ça. que le meurtrier était probablement gaucher, Et vous l'êtes. et que c'est sûrement rien, mais les Kennicott ont une maison sur la plage, située à seulement quelques kilomètres de celle de Brimmer. Non mais qu'est-ce qu'il y a comme coïncidence dans cette affaire? Bref, l'étau se resserrant, Brimmer tente de corrompre le lieutenant, en lui offrant un poste. Combien se fait à peu près un lieutenant de police? Oh, mais... Travaillez pour nous, et vos revenus passeront du simple au triple, j'en suis à peu près certain. Mais celui-ci refuse, sachant qu'il s'agit d'une manière de le détourner de l'enquête. Je ne veux pas abandonner, surtout maintenant que je suis si près de conclure. Bon. Vous ne voulez pas me mettre dans la confidence? Oh si, ne vous en faites pas, vous serez le premier prévenu. Bonsoir. De fait, j'aime beaucoup toute la partie enquête de cet épisode, avec Columbo se rapprochant petit à petit de sa proie sans en avoir l'air, faisant semblant de lire les lignes de la main pour corroborer ses suppositions, ou en demandant à Brimmer de signer un truc pour vérifier s'il est gaucher. Vous êtes très observateur, lieutenant. Oui, c'est pas ce que pense ma femme. La scène du repas entre les deux est également intéressante, tu sens que Falk et Culp apprécient de jouer ensemble, avec ce petit moment non planifié où Peter fait traîner sa cravate dans l'assiette, tandis que Culp la ramasse, toujours dans leur personnage. Oh, le jus de tomate s'attache. C'est aussi là où on comprend que le lieutenant est incorruptible, n'abandonne jamais quand un détail le tracasse, Ça rend ma femme folle. et change de caractère en fonction de la personne rencontrée. Très compatissant avec le mari de la victime, joue le parfait idiot devant le meurtrier, et j'adore sa relation avec le prof de golf. Dites, vous voulez un bon conseil? Ne dites plus rien. Et bon, arrive ensuite la conclusion de l'affaire avec le piège traditionnel, et comme la dernière fois, si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous donne rendez-vous à ce chrono. Donc, ayant compris que Madame Kennicott portait des verres de contact, Columbo demande à exhumer le corps, afin de savoir si, oui ou non, elle aurait pu perdre ses verres sur le lieu du meurtre. Un des verres de contact est manquant et il n'est pas dans le cercueil. Columbo explique alors à Brimmer qu'une lentille a disparu, sûrement lors du crime, et notre meurtrier se met de fait à fouiller son imposant tapis poilu typique des 70s, puis comprend que la lentille doit sûrement être dans le coffre de sa voiture. Mais vu que sa voiture ne démarrait pas le matin, il a dû la laisser au garage de son agence, et pénètre donc par effraction afin de fouiller le coffre, découvrant enfin la lentille tant convoitée. Mais c'était un piège! Et oui, Columbo et son équipe l'attendaient tranquillou dans la pénombre. Je peux vous demander ce que vous faites ici? Voilà, après avoir emmené le criminel, Columbo avoue alors à Kennicott que sa femme n'a en fait jamais perdu sa lentille.
Mais c'est impossible. À qui celui-ci appartient-il? Ça, je l'ignore. Enfin, Arthur se demande aussi pourquoi la voiture de Brimmer était en panne, ce à quoi Columbo répond en ressortant une curieuse anecdote de son enfance. On avait trouvé un système au poil pour empêcher les voitures de partir. Une pomme de terre que l'on glissait dans le tuyau d'échappement. Puis, lorsque le lieutenant quitte les lieux, Kennicott hésite un temps, puis ne vérifie pas la voiture, nous laissant du coup dans l'ombre. Est-ce que Columbo a, oui ou non, mis une patate dans le pot d'échappement? Et est-ce que c'est lui qui a placé une lentille de contact dans le coffre de Brimmer, et a donc fabriqué une fausse preuve? De toute manière, ça n'a aucune espèce d'importance que ce verre de contact soit le sien ou non, aucune. Ou bien est-ce que Brimmer a déjà tué d'autres personnes auparavant? Une piste avancée un peu plus tôt. Est-ce que toutes capitulent sans lutter? Bref, l'épisode laisse le spectateur dans le flou et c'est ça aussi qui est bien avec Columbo, c'est que tu n'as pas toujours toutes les réponses. Non, la série ne prend pas du tout son public pour un con, elle le laisse faire ses propres suppositions, ce qui ajoute une part de mystère supplémentaire à l'ensemble. C'est peut-être pour ça que je me suis fait flic, pour compenser toutes les farces que j'ai pu faire quand j'étais gosse. Bon, par contre, dans les défauts, je trouve ce final bien trop long avec une durée d'une quinzaine de minutes juste pour une histoire de lentille de contact. Ce qui fait que, certes, le moment où le lieutenant allume les lumières est très surprenant, mais au contraire des meilleurs épisodes, tout ne se joue pas sur un détail où tu te dis « Oh mais oui !» parce que tu n'y avais pas du tout pensé. Là, t'as juste un court plan au début d'épisode où tu vois la photo avec les lunettes, donc à aucun moment tu ne peux faire le rapprochement avec des lentilles de contact. Puis de toute façon, tout est bidonné. Voyez-vous, je ne souhaite qu'une chose. Que l'assassin soit au courant de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il fasse l'impossible pour retrouver la pièce à conviction avant que nous ne mettions la main dessus. Alors ce n'est pas du tout l'un de mes épisodes préférés, comme je l'ai dit, je trouve que le meurtre est beaucoup trop réaliste pour du Columbo. En plus, le fait qu'il ne s'agit pas d'un acte prémédité fait qu'on te laisse pas vraiment deviner comment le lieutenant va coincer le meurtrier, et le final est beaucoup trop alambiqué. Bon, t'as aussi un moment où Brimmer appelle un type, tu te dis que ça va avoir une incidence plus tard, mais pas du tout. Columbo traîne juste avec son gamin comme un vulgaire mafieux faisant un coup de pression, et c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Madame Gentry, vous avez un enfant extraordinaire. Faut faire très attention à ce que rien de grave ne leur arrive. En fait, tu sens que de nombreuses scènes ont été supprimées, sûrement pour faire de la place pour la réécriture du final. Mais par contre, j'adore la personnalité du lieutenant dans cet épisode. Mis à part le coup de pression au parc, on découvre en effet tout ce qui fera le charme de la série, avec Columbo obtenant des informations sans en avoir l'air, se moquant ouvertement du criminel, et inventant un membre de sa famille juste pour donner une indication. Oh, remarquez, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Ma belle-sœur... Parce que c'est ça qui est très chouette avec le lieutenant, tu ne sais jamais si ce qu'il dit est véridique ou pas. Tu sais qu'il a une femme, c'est confirmé dans d'autres épisodes, mais en ce qui concerne le reste, tu ne peux absolument pas savoir. A-t-il oui ou non une belle-sœur? Aucune idée. A-t-il des enfants? Oui, peut-être, mais on sait pas vraiment combien. Comme je le disais auparavant, le personnage est versatile en fonction des personnes interrogées, du coup parfois il ment, parfois il dit la vérité, tu ne peux jamais savoir. Oui, mais à votre opinion? Il semble que les techniques policières aient quelque peu changé ces dernières années. Et j'aime beaucoup les interactions avec Culp, et tu comprends très vite que cet homme est dangereux, contenant toujours sa colère intérieurement et devrait être sous les verrous dès le début de l'épisode. Donc je n'apprécie pas Faux témoin, mais il reste intéressant, ne serait-ce que pour bien comprendre la particularité du personnage du lieutenant, et pourquoi je l'aime autant. Dites, quelle magnifique maison vous avez. Et on entend le bruit de l'océan sans arrêt. Moi, j'aime la proximité de la mer. J'adore ça. Sauf si l'eau est froide, vous ne ferez pas entrer dedans. Alors ça, à ce moment-là, je préfère... Non, aller... vous aviez quelque chose à me dire? Oui.